Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire sur les métaux précieux. Donc nous avons planifié le vendredi dernier. Alors pendant ce webinaire, je vais vous expliquer, on va découvrir ensemble les fondamentaux des métaux précieux. Quand je dis métaux précieux, je parle de l'or, l'argent, le platine et le palladium. Ce sont les 4 métaux précieux que nous, chez Dailyfix, on étudie assez souvent. On établit des stratégies surtout sur l'or et l'argent, mais aussi sur le platine. J'avais donc une stratégie il y a un mois justement sur le platine. Et donc vous allez découvrir les fondamentaux de base sur ces marchés, parce que je pense qu'en fait la plupart d'entre vous, surtout si vous êtes débutant, vous ne savez pas exactement quels sont les facteurs de sensibilité sur ces marchés, quels sont les fondamentaux qui influencent l'or, qui influence l'argent, qui influence le platine. Ce ne sont pas forcément les mêmes facteurs, même si ces marchés sont historiquement corrélés. Et donc je vous propose un webinaire ce soir justement pour mieux découvrir les bases de ces marchés. Et peut-être vous serez par la suite inspiré et vous pourrez rechercher vous-même, vous pourrez faire vos propres recherches là-dessus. Donc sachez juste que ce webinaire, en fait, je l'ai fait en mars dernier. J'ai fait quelques recherches justement avec des statistiques qu'on va voir ensemble. J'ai pas forcément mis à jour les statistiques pour ce webinaire ce soir, parce que à vrai dire ce sont des statistiques de long terme, donc j'attends vraiment la fin de cette année pour mettre à jour mes bases de données. Mais en gros, en mars dernier, vous pouvez regarder justement le webinaire, l'enregistrement du 6 mars, et vous allez voir en fait que j'ai parlé des perspectives baissières sur les métaux. Je me rappelle très bien, je vous ai donné à cette époque-là un objectif sur l'argent notamment à 19 $ l'once. Cet objectif, à peine un mois plus tard, a été atteint. Et maintenant, on peut se poser la question, quelles sont les perspectives sur les métaux précieux? Est-ce que l'on va continuer de baisser? Parce que certes, les tendances sont toujours baissières sur les métaux. On voit d'ailleurs depuis le mois d'août les métaux sous pression. L'or qui s'échange actuellement en dessous des 1300 $ l'once. Donc il y a toujours des vendeurs sur ce marché. Il y a toujours des incertitudes qui, pour le moment, pèsent sur ces métaux. Et justement, on peut se poser la question, effectivement, est-ce que l'on va continuer de baisser? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cette baisse maintenant? Et je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui, pour moi au moins, a expliqué la baisse de cette année. Alors, avant toute chose, on va faire juste un petit rappel sur les risques sur les marchés, les risques liés au trading. Donc si vous tradez des produits comme des CFD ou bien le Forex, sachez juste que ces produits sont des produits très risqués. Vous avez un levier, vous avez des risques présents sur le marché de toute façon. Donc essayez avant d'investir sur ce marché via des produits comme les CFD ou bien des futurs ou d'autres produits, et bien essayez de vérifier si vous avez un compte, enfin un capital présent sur votre compte que vous êtes prêt à risquer, c'est-à-dire prêt à perdre. Si ce n'est pas le cas, et bien il vaut mieux ne pas trader tout simplement. Et puis si vous décidez d'investir sur le marché des métaux, des marchés qui sont historiquement assez volatiles, comme on va voir pendant ce webinaire, eh bien, essayez de gérer votre risque avec des stop de protection et puis le reste, vous savez déjà. Donc, juste pour finir, les informations pendant ce webinaire sont uniquement à titre indicatif, ne sont pas du tout des conseils d'investissement. Donc, si vous voyez des informations qui vous plaisent ici, vous pensez que après ce webinaire, vous avez une idée de trading sur l'or, par exemple, une vente ou par exemple une vente sous les 1300, je sais pas, eh bien, c'est à vous de déterminer si une telle stratégie vous convient, et si oui, eh bien, c'est à vous de prendre une position sur le marché vous-même. Voilà, donc continuons maintenant. Première slide, je vais essayer d'afficher. Voilà, ici, matière première, les tendances marquées. Alors,
juste pour débuter, pour commencer ce webinaire, j'aimerais vous expliquer pourquoi est-ce que l'on a eu cette année une baisse, et d'ailleurs pourquoi depuis 2011 à vrai dire, on voit une baisse sur les métaux. Alors, en 2011, l'or, enfin tous les métaux, je pense, ont fait des points hauts, comme vous savez. L'argent était à quasiment à 50 $, je crois. L'or à 1910, c'était en juillet 2011. Eh bien, depuis, on voit que le marché baisse. Qu'est-ce qui explique cette baisse? Je pense que, en gros, suite à la crise financière de 2007-2008, évidemment, là où on a vu quand même des marchés baisser fortement, les métaux aussi, et il y avait une demande mondiale qui tout simplement s'est effondrée. Et bien là, depuis 2011, nous n'avons pas forcément de crise, nous n'avons pas forcément de récession, quoi qu'en Europe c'était le cas, mais dans d'autres régions dans le monde, partout dans le monde, les États-Unis, la Chine, l'Inde, c'est pas forcément une période de récession, mais nous n'avons pas forcément de forte croissance. Et d'ailleurs, depuis 2011, on ne cesse d'abaisser les perspectives, les prévisions de croissance. La semaine dernière, justement en Europe, la Commission européenne a abaissé ses perspectives de croissance en Europe pour 2014, et c'était exactement le cas au début de cette année. Entre janvier et février, vous pouvez regarder le FMI, la Banque mondiale, toutes les institutions financières mondiales et internationales ont abaissé les perspectives de croissance. S'il n'y a pas de croissance, cela montre en fait à quel point la demande intérieure dans ces pays, la demande mondiale, reste sous pression, et cela vous montre que ces marchés qui sont historiquement corrélés à la croissance économique, qui sont historiquement corrélés, qui on va dire performent pas mal quand il y a une période de croissance avec notamment une progression des prix à la consommation, donc l'inflation, eh bien nous n'avons pas forcément de forte croissance. Nous avons quand même une croissance positive dans pas mal de régions dans le monde, sauf, encore une fois, en Europe, quoique ça revient. Eh bien, sans inflation, sans forte croissance, nous avons eu, depuis 2011, et c'est peut-être toujours le cas, c'est la question que je me pose, et peut-être tout le monde se pose en ce moment, nous avons eu, depuis 2011, tout simplement une situation de surplus sur le marché, où la demande estimée était finalement beaucoup trop optimiste, et par la suite nous avons eu une correction sur le marché depuis 2011. Donc c'était exactement ce qui s'est passé cette année, depuis donc le mois de, on va dire en fait le mois d'octobre 2012, suite à la mise en place du QE3 de la Fed, et maintenant, surtout en avril, quand vous avez vu les métaux chuter fortement, je pense que là c'était le moment où le marché s'est rendu compte que l'or était surévalué compte tenu des perspectives d'inflation, compte tenu des perspectives de croissance dans des économies clés comme la Chine, comme les États-Unis, comme l'Europe. Donc la croissance ici, c'est très importante, et on voit en fait donc ce graphique. Certes, on n'a pas forcément 2012 et 2011. Ce graphique vient, on a étudié cela en mars dernier. Et bien, on voit que les métaux sont, la hausse, l'appréciation des métaux entre 1990 et 2011 au moins, a été soutenue par tout simplement la consommation chinoise. Donc ça, en fait, en gros, c'est la consommation des métaux, que ce soit des métaux précieux ou métaux de base, comme le cuivre ou l'aluminium. Eh bien, on voit que ici, c'était la Chine, a priori, qui nous a permis d'avoir un super cycle, on va dire, d'appréciation des métaux. Maintenant, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, s'il devait y avoir une baisse des métaux, une continuation de cette dépréciation, cette déflation des prix des matières premières, surtout des métaux, je pense qu'en fait, cela devrait venir de la Chine, où on voit maintenant des problèmes apparaître au niveau du marché de l'immobilier notamment. Bon, on peut en discuter plus tard, mais dans tous les cas, la Chine, en fait,
C'est vraiment une économie qui soutient les métaux. L'Inde aussi, les États-Unis certainement avec la politique monétaire de la Fed. L'Europe aussi, bon, c'est quand même une économie très importante. Mais en gros, vous avez quelques régions dans le monde où la demande est beaucoup plus concentrée, on va dire. Et justement, je pense que la Chine nous montre que la corrélation entre la consommation chinoise et donc l'investissement en Chine et donc la consommation, l'économie chinoise, la croissance tout simplement en Chine, est très corrélée au prix des matières premières et notamment des métaux. Alors, prochaine idée, en fait, prochain, on va dire, facteur de sensibilité, prochain élément important sur le métaux, c'est la volatilité. S'il y a, si vous vous intéressez au marché des matières premières et aux métaux, sachez que ces marchés sont historiquement très volatiles. Et vous avez donc un risque, j'estime, beaucoup plus élevé sur les métaux que sur le Forex, par exemple. Vous pouvez avoir, par exemple, une variation sur 6 mois, une variation de 4% sur la paire euro-dollar. Et pendant cette période, vous pouvez avoir une variation de, par exemple, 20% sur l'or. Et justement, je pense que c'était le cas en avril dernier. Donc, les marchés des métaux, ce sont des marchés qui bougent beaucoup. Vous avez donc un risque, et vous voyez très bien ce qui peut se passer lorsqu'il y a un excès du marché, par exemple, lors des bulles, comme nous avons eu en 2007-2008, quand les matières premières étaient clairement dans une situation de bulle financière, que ce soit le pétrole, le platine, l'or, tous les métaux, tous les matières premières étaient dans des situations de bulle financière. Et bien, le platine, cela vous montre à quel point vous pouvez tout simplement vous retrouver dans une situation fâcheuse si vous êtes contre le marché lors des retournements. Ici, en 2008, lors de la crise financière, le platine, qui était monté vraiment pas mal, a perdu tout d'un coup, en quelques mois seulement, 60%. Donc 60%, certes, en 2008, c'était vraiment une situation exceptionnelle, très improbable, mais ce sont les marchés, tout est possible. On ne sait pas, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Et donc, il faut faire très très attention si vous tradez les métaux. Il faut faire très attention à la volatilité qui est beaucoup plus importante que sur le Forex ou même sur les indices, quoique les indices, c'est quand même, ce sont des marchés qui sont aussi volatiles. Mais bon, en gros, les matières premières et notamment les métaux, ce sont des marchés très volatiles. Pourquoi est-ce que les métaux sont volatiles? Je pense que, contrairement au Forex, je pense qu'en fait c'est, au moins pour moi, c'est le facteur de rareté sur le marché. Nous parlons des actifs financiers, des actifs, des instruments qui viennent de la terre. Et pas en fait des monnaies qui viennent des banques centrales qui peuvent être émises chaque jour avec des quantités illimitées. Nous avons par exemple le platine qui est un métal, on va voir ça plus tard, qui est un métal ultra rare et donc qui peut se trouver dans des situations où vous avez en fait une forte demande et très peu de production, très peu d'offres, où justement vous avez par exemple en Afrique du Sud des manifestations comme en 2012 qui peuvent expliquer, qui peuvent entraîner tout simplement un fort mouvement sur le marché. Et justement, lorsque nous avons eu un effondrement de la demande mondiale en 2008, eh bien c'était effectivement cet effondrement de la demande et le surplus sur le marché qui a expliqué pour moi cette hausse de la volatilité, cette forte volatilité en 2008. Donc attention à la volatilité, vous allez voir que c'est même pas juste le platine, c'est l'or, l'argent, tout le reste.
il n'est pas rare de voir, l'or, par exemple, faire moins 3% en une seule journée. Cette année, nous avons vu pas mal de séances où on a fait moins 3, moins 4%. Il n'est pas du tout rare de faire ça. Même en avril, on a eu une seule séance où l'argent s'affichait à moins 18%, je crois. Cela vous montre à quel point vous pouvez tout simplement être sur le... Enfin, si vous êtes sur le mauvais côté du marché et vous n'avez pas de protection, vous allez un jour regretter ce choix. Alors, on va maintenant parler de chaque métal à part, brièvement. Je ne vais pas en fait faire beaucoup de détails sur l'or, les questions, qu'est-ce que font les banques centrales et tout ça. On va voir tout simplement quels sont les facteurs de sensibilité, encore une fois, qu'est-ce qu'il faut regarder quand vous tradez l'or. Vous allez voir que c'est probablement aussi la même chose pour l'argent et le platine, et d'ailleurs le palladium aussi. Dans tous les cas, vous voyez la tendance du marché depuis longtemps, surtout en fait depuis 1975, on va dire. Ce sont des données trimestrielles. Nous avons eu un super cycle haussier, et cette année, enfin, après quand même 2 ans de range, nous avons eu un retournement sur le marché, avec une forte chute entre mars et avril, même à vrai dire entre mars et juillet. Et aujourd'hui, en fait, nous avons une stabilisation. Nous sommes coincés dans un range entre les 1200 et les 1400 en gros. Et à vrai dire, quand on regarde ce graphique, on a plutôt l'impression que cela peut continuer. On peut aller chercher 1000. Je ne sais pas si on va aller chercher 1000, mais dans tous les cas, il est vrai que le marché reste sous pression. Nous n'avons pas eu jusqu'ici de retournement à la hausse. Et donc, a priori, si nous voyons par exemple une nouvelle baisse sous les 1200, d'ici quelques mois, surtout avec par exemple en début 2014, lorsque Ben Bernanke va quitter la Fed et lorsque Janet Yellen va a priori être la présidente de la Fed, eh bien on pourrait voir peut-être un mouvement sur ce marché avec tout simplement des spéculations, des anticipations vis-à-vis de la politique monétaire de la Fed. Parce que, à vrai dire, alors je vais revenir sur ceci. Quand on regarde la politique de la Fed, on constate que l'or et tous les métaux précieux sont fortement appréciés avec les programmes d'assouplissement de la Réserve fédérale américaine. Que ce soit le premier programme d'assouplissement en 2009, deuxième en 2010 et ensuite troisième, eh bien le troisième on ne voit plus, et d'ailleurs quand j'ai montré ce graphique en mars, il était beaucoup moins évident de dire que là en fait on ne voit plus d'impact du QE3 sur le cours de l'or, mais il est vrai maintenant, et j'ai dit en mars, vous pouvez regarder la vidéo, je vous ai dit que nous n'avons plus d'impact en fait du QE3 sur le cours de l'or, sur les actifs financiers, surtout sur les métaux précieux. Et la raison pour laquelle je pense que c'était le cas, et je pense toujours c'est le cas, c'est que après le premier programme d'assouplissement, le deuxième, l'opération Twist et tout le reste, eh bien on jette de l'argent sur le marché, et plus vous ajoutez des liquidités sur le marché, moins ces fonds, ces liquidités travaillent efficacement. Donc en fait nous avons, on va dire, des rendements en baisse, on va dire. L'efficacité de ce programme d'assouplissement, ce troisième programme d'assouplissement, est beaucoup moins importante que l'efficacité du premier programme, du deuxième programme. Et donc pour moi c'était en mars dernier probablement vers une baisse des métaux, avec rien que cette efficacité diminuée des programmes d'assouplissement de la Fed. Et donc maintenant on voit que on a bel et bien eu la chute jusqu'à 1180 $ l'once. En gros, si cela continue, si surtout la Fed ralentit son QE en 2014, comme le marché le pense, alors cette année nous avons quand même eu
on va dire, une hésitation de la Fed de ralentir réellement son queue, mais un jour cela va venir, peut-être en 2014, on va voir avec Janet Yellen. Si c'est le cas, on peut probablement anticiper davantage de pertes sur l'or et peut-être une baisse jusqu'à 1000 $ l'once. Ce qui me paraît extrême, mais possible. Donc, rien que la politique de la Fed, cela vous montre à quel point, vu la corrélation avec la politique, les liquidités émises sur le marché par la Fed et le cours de l'or, et d'ailleurs le SP500 aussi, vous avez aussi sur ce graphique la courbe du SP500 qui est montée, donc jusqu'à 1779 ou 78, on y est toujours d'ailleurs. Eh bien, vous avez vu en fait cette corrélation cette année entre, bon, c'est pas une forte corrélation, mais c'est quand même une corrélation où vous voyez le cours du SP500 et le cours de l'or en gros monter ensemble. Et cette année, nous avons vu en fait le SP500 monter vers de nouveaux plus hauts historiques et l'or chuter vers de nouveaux plus bas de 3 ans. Alors, est-ce que il faut interpréter étroitement ces corrélations entre le SP500 et l'or? Non, je ne pense pas. À vrai dire, je pense qu'il faut plutôt regarder au niveau ici de la corrélation très étroite entre le dollar américain et l'or. Ce graphique que vous voyez actuellement, c'est un graphique qui a été fait par un de mes collègues aux États-Unis, John Kicklighter. Et vous voyez en fait qu'il y avait avant, alors sachez que cette courbe noire ici, c'est le Dow Jones FXCM Dollar Index. C'est un instrument financier que nous, chez DailyFix et FXCM, on étudie chaque jour pour avoir une idée quant à la tendance du dollar américain, tout simplement. Et bien, entre 2007 et 2011, on va dire, la corrélation entre l'or et le dollar n'était pas très évidente. À vrai dire, donc ici, la courbe en orange ici, c'est le cours de l'or, enfin la courbe de l'or inversée. Donc ça veut dire que ici, par exemple, en 2011, en septembre 2011, l'or était à 1910 ici, 1910,20. Donc en fait, on a inversé la courbe de l'or juste pour vous montrer ici à partir de 2011 la corrélation étroite entre le cours du dollar américain et l'or. Donc c'est une corrélation négative. Ça veut dire que si le dollar monte, l'or va probablement baisser. Et c'est exactement ce qu'on voit cette année. Le dollar est monté pas mal avec la hausse des taux obligataires, surtout en mai dernier. L'or qui, avant cela, en avril, a chuté de, je ne sais pas combien de pourcents, mais qui est en baisse quand même de 20% en plus. Et bien là, ces corrélations sont très très importantes, notamment cette corrélation entre l'or et le dollar américain. Et tant que le dollar américain monte, ce qui devrait probablement se passer avec le ralentissement de QE, avec une régularisation de la politique monétaire de la Fed en 2014, si le dollar américain continue de monter, eh bien, à moins que il y ait un découplement de ces corrélations, ce qui est totalement possible, à moins que le dollar monte et puis l'or monte avec, eh bien, à vrai dire, les perspectives de l'or sont pour le moment pas très favorables. Donc rien que la politique de la Fed et les corrélations entre le dollar américain et l'or, on peut quand même se dire que la baisse peut continuer. Rien que ça. Après, je suis un petit peu sceptique. Vous savez, en fait, surtout cet été, alors depuis juillet, j'étais fortement haussier sur les métaux. Si vous avez suivi mes analyses depuis juillet, j'étais fortement haussier. Je le suis toujours, mais je commence à me poser des questions. Évidemment, parce que quand on voit, par exemple, la hausse du dollar américain, on sait très bien que l'or, en fait, a priori, va rester sous pression. Et donc, je suis quand même sceptique parce que comme je vous ai dit, les métaux, il ne faut pas oublier qu'il y a une offre, une production, on va dire une quantité limitée, et le mot c'est limité, de l'offre mondiale. Ça veut dire en fait que ce sont des actifs qui sont rares.
il y a une rareté sur le marché des métaux précieux, sur les matières premières de toute façon, que nous n'avons pas forcément sur le Forex. Une banque centrale comme la Fed peut injecter des milliards de dollars américains, alors que en fait l'or, la production mondiale sur une année est plus ou moins fixe. Parce que vous avez en fait un coût d'investissement. Vous avez probablement, il faut probablement, et je dis ça, c'est une estimation, mais vous pouvez regarder de plus près, probablement 10 ans pour mettre en place depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'au jour de production réelle, mise en place d'une mine, que ce soit une mine de l'or ou une mine de l'argent. Je pense qu'en fait comment dire, cette planification des compagnies minières nécessite beaucoup de temps, beaucoup de ressources, et c'est la raison pour laquelle les métaux peuvent se trouver assez facilement dans des situations de pénurie, de rareté. Et c'est exactement ce qu'on voit beaucoup plus sur le platine, par exemple. On va revenir vers la fin de ce webinaire, mais l'or, c'est aussi un métal qui a une offre limitée, surtout sur le court terme, et donc on peut avoir des situations où la demande est beaucoup plus importante que l'offre, et cela évidemment favorise une hausse de ces métaux. Alors regardons maintenant côté demande. Vous avez devant vous la demande en gros mondiale de l'or, demande physique, hein. C'est pas, on parle pas des actifs financiers comme des futurs, on parle de demande physique. Donc l'or, en fait, on voit des différents secteurs qui achètent l'or, notamment le secteur de la joaillerie qui achète pas mal de l'or, c'est normal. Vous avez aussi donc ici l'investissement. Donc ça, en fait, c'est au niveau des opérateurs de marché, enfin des investisseurs qui achètent l'or. Pourquoi est-ce qu'ils achètent l'or? L'or, en fait, historiquement, c'est quand même, enfin depuis des siècles, hein, l'or, c'est quand même un métal qui est apprécié par les agents économiques, qui est acheté parce que, a priori, cela va garder, enfin la valeur de l'or va quand même rester intacte dans le temps. Et donc la raison pour laquelle l'or est quand même quelque chose acheté par les investisseurs, c'est tout simplement c'est une protection contre l'inflation. Alors l'inflation, je vous ai dit, c'est très important pour les métaux et notamment pour l'or. L'inflation, l'or, à vrai dire, se traite plutôt comme un métal, et donc en fait les gens, ils achètent l'or parce qu'ils pensent qu'avec l'inflation, l'or va s'apprécier. Parce que, encore une fois, les investisseurs tendent à acheter l'or et l'argent aussi et d'autres métaux pour se protéger contre le risque inflationniste, et donc ils essaient de maintenir la valeur de leur patrimoine intacte via ces actifs. Donc l'investissement, c'est très important. Aussi les banques centrales, on voit en fait depuis 2010, et il faudra voir avec 2013 ce qui s'est passé. Bon, on aura les données dans quelques mois, mais les banques centrales achètent de plus en plus de l'or aussi. Vous avez vu en fait entre 2003 et 2008 ici, peut-être même avant 2003 d'ailleurs, les banques centrales, en fait les achats nets des banques centrales étaient négatifs. Et depuis 2010, en fait, ils sont positifs. Donc, il y a de plus en plus de transactions des banques centrales, d'achat de l'or des banques centrales, pour des raisons de hedging, encore une fois, pour des raisons de gestion du risque. C'est pas forcément la spéculation parce qu'ils pensent que l'or va monter aussi. C'est pas forcément quelque chose à critiquer non plus. Certes, les banques centrales qui ont acheté l'or, certes, leurs placements en or sont en perte depuis certainement 2011. Eh bien, c'est tout simplement une gestion du risque de n'importe quelle banque et surtout des banques centrales. Donc, à vrai dire, côté demande, je pense que les secteurs les plus importants, enfin on va dire les comportements les plus importants, c'est la joaillerie, évidemment, et l'investissement. Ça veut dire que l'or, c'est quand même un actif qu'il faut regarder côté futur, côté des contrats financiers, parce que vous avez quand même une forte demande là-dessus. Alors, quand on regarde en fait juste la joaillerie,
on voit que la Chine et l'Inde, et surtout l'Inde, contrôlent plus de 50% de la demande mondiale. Alors, ce graphique, en fait, ces données datent donc de quatrième trimestre 2012, mais en gros, la demande reste la même, à moins que, il faudra voir si la dépréciation de la monnaie indienne, de la roupie indienne cette année, qui a donc atteint de nouveaux plus bas historiques contre le dollar américain, à moins que cette dépréciation de la roupie ait vraiment pesé sur la demande de l'or, parce que, bon, il faut, a priori, importer l'or en Inde, et bien là, l'Inde et la Chine représentent 50% de la demande mondiale physique de l'or. Déjà, ces deux pays représentent la plupart du temps une bonne partie de la demande mondiale de n'importe quel métal, pour des raisons industrielles, pour des raisons aussi stratégiques. Hein. Eh bien, cela vous montre à quel point l'or et les autres métaux aussi, côté demande, est très influencé par ce qui se passe en Chine et en Inde. Donc, tant qu'il y a de la croissance en Chine, tant que par exemple la croissance reste au-dessus des 7%, d'ailleurs, il pourrait y avoir un abaissement de l'objectif de croissance en Chine de 7,5% à 7% dans les semaines à venir. Eh bien, le Parti communiste chinois est en train justement de discuter de sa stratégie économique, sa politique économique sur le long terme, à l'instant d'ailleurs. Eh bien là, tant qu'il y a de la croissance positive et tant qu'on peut espérer quand même, on va dire, un plancher du taux de croissance en Chine, si les Chinois arrivent à quand même maintenir une croissance au-dessus de 7%, si on n'a pas en fait d'abaissement de perspective de croissance où on parle plus de 6,5%, 6% même, ce qui est quand même une bonne croissance, je pense qu'en fait cette demande devrait rester quand même soutenue, et par la suite on pourrait espérer, et je dis espérer parce qu'on est certainement dans un cas difficile sur les métaux, on pourrait espérer en fait une stabilisation sur le marché côté de la demande. Mais après, bon, on parle vraiment de quelque chose de concret, et sur les marchés, dans une optique de trading, en fait, c'est pas vraiment quelque chose que vous allez regarder chaque jour pour vous dire, voilà, je pense qu'en fait en Inde, ils vont acheter beaucoup plus de l'or, donc je vais acheter l'or maintenant. Vous pouvez avoir des situations de déséquilibre sur le marché, et donc il faut regarder plutôt ces chiffres, ces tendances, pour avoir une idée du long terme sur les métaux, que ce soit l'or, l'argent ou le platine. Alors côté de la production, ça c'est la production. Alors j'ai pris les données depuis l'agence géologique aux États-Unis, les données en gros depuis 1900, production mondiale de l'or. Et en fait la hausse, le super cycle que nous avons vu entre 2000 et 2000, on va dire 2008 surtout, eh bien cette hausse a été, on a vu l'or monter pas mal, beaucoup d'ailleurs, pendant que la production mondiale baissait. Donc en fait il y avait une situation quand même de déséquilibre sur le marché, où vous avez eu beaucoup plus de demandes sur le marché que de l'offre, tout simplement parce que la production mondiale baissait. Maintenant on a vu quand même depuis, vous voyez la courbe là, depuis 2010 on va dire, 2009, un rebond de la production mondiale de l'or. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça? J'ai pas forcément de raison concrète, mais je pense qu'en fait, tout simplement, nous avons eu probablement un intérêt à investir sur l'or pour la protection, encore une fois, contre des risques. Quand on parlait vraiment en 2008 d'un effondrement du système monétaire et financier, certes, il ne fallait pas acheter des futurs, des produits dérivés sur l'or, mais on pouvait acheter quand même l'or physique, parce qu'encore une fois, c'est un actif, c'est un bien réel, qui a une valeur réelle dans le temps. Et donc je pense que si c'était pas juste ça qui a permis finalement un rebond de la production, eh bien peut-être je sais pas, côté des compagnies minières, il y avait finalement des investissements
qui finalement ont abouti à une mise en place de la production, tout simplement, j'en sais rien, mais dans tous les cas, en fait, tant que cette production reste supérieure à la demande, et la demande, vous avez vu en Inde et en Chine cette année, depuis 2011, ça se passe pas très super bien, ça se passe pas mal non plus, mais c'est pas une forte croissance, une accélération, on va dire, de la croissance, eh bien, on peut parler toujours probablement d'une situation de sur-offre sur le marché. Dernière chose sur l'or, ce qui est très intéressant, c'est la répartition de la production mondiale. Alors, vous avez 4 graphiques ici, 1970, 1990, 2000 et 2011. Et vous voyez que en 1970, 67,7% de la production mondiale de l'or était concentrée en Afrique du Sud. Ce qui est aujourd'hui à peu près le cas pour le platine d'ailleurs, et on va voir ça plus tard. Eh bien, depuis 40 ans, la production mondiale de l'or est répartie dans beaucoup plus de pays. Ça veut dire qu'en fait, il y a moins de concentration de la production de l'or. Cela veut dire que, par exemple, si aujourd'hui vous avez des manifestations en Afrique du Sud, ce qui pourrait se passer bientôt, apparemment, eh bien, s'il y a des manifestations en Afrique du Sud, a priori, cela ne va pas forcément impacter beaucoup l'offre sur le marché. Tandis que pour le platine, oui, puisque l'Afrique du Sud représente à peu près 65% de la production mondiale. Donc, aujourd'hui, en fait, si vous avez un choc sur le marché, un vrai choc, cela devrait, à mon sens, venir du côté demande. Et par exemple, cette année, je pense que cette chute de l'or est venue justement du côté de la demande, avec des acteurs économiques qui se sont dit, bon, finalement, on est toujours à l'achat de l'or tient bien, mais en fait, nous voyons de faibles perspectives d'inflation, donc en fait, il n'y a pas de raison d'acheter l'or pour se protéger contre l'inflation, donc je vais couper et tout simplement peut-être vendre. Et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé cette année et ce qui pourrait, a priori, se passer dans les mois à venir. Donc voilà pour l'or, vous avez tout, la corrélation, l'offre physique qui n'est pas concentrée dans des pays, dans un seul pays, et la demande qui est concentrée en Chine et en Inde. Donc s'il y a encore une fois un choc côté demande, cela devrait probablement venir d'Asie. Maintenant pour l'argent. En gros, la même chose que l'or. L'argent, c'est un métal monétaire, on va dire aussi. Les deux sont fortement corrélés, de l'ordre de 90%, 80, même 19% sur des données journalières. Mais l'argent est un métal qui a aussi, et on va voir ça ensemble, qui a aussi des caractéristiques industrielles. Et c'est la raison pour laquelle, si vous tradez l'or et l'argent, si vous tradez les métaux parce que vous spéculez sur la politique d'une banque centrale comme la Fed, il vaut mieux, à mon sens, trader un métal comme l'or. Parce qu'il est beaucoup plus influencé par les marchés financiers. L'argent, par contre, même s'il est corrélé fortement à l'or, il y a quand même des caractéristiques, encore une fois, industrielles qui peuvent permettre à l'argent de mieux performer si par exemple vous avez une production industrielle en Chine qui est en hausse, comme ce week-end d'ailleurs, de 10%, eh bien normalement l'argent peut être influencé par une telle annonce. Demande mondiale de l'argent. Encore une fois, la joaillerie, très importante, mais vous voyez ici ce que vous n'avez pas vu avec l'or, le côté industriel, donc la demande industrielle de l'argent, que nous n'avons pas eu avec l'or. Donc même si l'or est certes utilisé dans la fabrication de quelques biens, l'argent est beaucoup plus utilisé, notamment dans des biens, dans des produits électroniques.
Et aussi sur le marché de l'immobilier, enfin de la construction, aussi l'argent est utilisé. Donc l'argent a un côté industriel qu'il ne faut pas négliger, qui est très importante. Et donc quand vous avez, et ça j'adore chez les métaux, c'est la raison pour laquelle j'aime bien étudier ce marché, il est beaucoup plus concret que le Forex. Le Forex, ce sont des devises, vous avez beaucoup d'annonces, beaucoup de rumeurs, des choses comme ça qui peuvent influencer les prix. Ici, on parle de quelque chose, argent, où, bon, si vous voyez par exemple en Chine, suite à a priori cette bulle immobilière en Chine, vous avez vu ces dernières années, eh bien, s'il y a un effondrement maintenant, un éclatement de cette bulle, eh bien, a priori, l'argent va être vraiment sous pression parce que, encore une fois, ce métal est utilisé dans la construction des immeubles et surtout en Chine. Donc, regardez regardez l'industrie, la production industrielle, les ventes de logements, tout ça, ce qui influence, enfin ce qui indique la tendance, en gros, de la construction, de la production. Regardez l'argent et regardez en fait la tendance de cette demande ici. Vous avez aussi des acheteurs qui achètent pour se hedger, se protéger contre l'inflation, comme pour l'or aussi. Il ne faut pas oublier que les métaux comme l'or, l'argent, aussi le nickel, ce sont des métaux que les agents économiques, certains agents économiques achètent achètent du physique, hein, pour se protéger contre des risques systémiques. Parce que si un jour nous n'avons plus de banque centrale, ou enfin la Fed fait faillite par exemple, qu'est-ce qu'il faut avoir en portefeuille? Eh bien, le jour où la Fed fait faillite, on sera content d'avoir un peu de nickel, un peu d'argent, un peu d'or dans notre portefeuille, parce qu'après, en fait, le dollar, ça vaudra pas grand-chose. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle il faut regarder les banques centrales quand vous tradez l'argent, mais beaucoup moins que pour l'or, par exemple. Production mondiale, maintenant, enfin, côté offre, maintenant, ce qui différencie l'or et l'argent, c'est donc aussi la production mondiale qui est concentrée principalement, et vous voyez ici, principalement en Amérique latine. Donc le Mexique représente, donc ce sont des données de 2011, mais en gros cela n'a pas changé énormément depuis, mais le Mexique représente 20% de la production mondiale de l'argent en 2011. Le Pérou 14%. La Chine, bon, maintenant on parle d'Asie, la Chine 13%. L'Australie 7,2%, et vous avez beaucoup d'autres pays ici. Mais en gros, vous avez le Mexique et le Pérou qui représentent 34%. Donc une bonne partie de la production mondiale de l'argent est concentrée en Amérique latine, dans 2 pays. Et si vous prenez maintenant les 4 producteurs, les plus gros producteurs, vous avez en fait plus de 50% de la production mondiale de l'argent concentrée en 4 pays. Le Mexique, le Pérou, la Chine et l'Australie. Donc c'est en fait quelque chose qu'on n'a pas avec l'or. Et donc vous pouvez avoir quand même un choc de l'offre sur le marché beaucoup plus facilement sur l'or que sur l'or. Sur l'argent, excuse-moi, que sur l'or. Donc par exemple, si au Pérou vous avez un tremblement de terre qui entraîne la fermeture de quelques mines, cela peut quand même sur le court terme et même sur le long terme, cela dépend de si la production se reprend par la suite, cela peut quand même impacter ce marché. Et donc vous pouvez dans une optique de trading, si vous avez quelque chose qui se passe par exemple au Pérou, encore une fois, un tremblement de terre ou des mines ferment, vous pourrez, dans un premier temps, anticiper une meilleure performance de l'argent que de l'or, et aussi peut-être trader cette annonce, cet événement, en achetant l'argent, en anticipant en fait une pénurie, au moins sur le court terme, de ce métal. Bon, en gros, vous avez quand même des chocs de l'offre qui sont beaucoup plus faciles sur l'argent que sur l'or.
Bon, ce sont une liste des mines dans le monde. Ici, la mine, enfin, c'est pas très important, mais en gros, vous avez beaucoup de mines en Amérique latine, aussi dans des pays comme la Turquie. Si vous avez jamais visité la Turquie, en fait, ils ont beaucoup de, de, d'argent là-bas. Eh bien, c'est très important, encore une fois, c'est exactement ce qu'on vient de voir. Vous avez une situation de pénurie qui peut avoir lieu si vous avez par exemple la faillite d'une compagnie comme BHP Billiton, par exemple. Donc il faut aussi regarder côté des compagnies minières. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que en fait BHP par exemple investit actuellement au Pérou? Est-ce que BHP ferme des mines au Pérou pour mettre en marche des mines, je sais pas, en Équateur? Eh bien, ce sont des événements, des facteurs qui peuvent influencer ce marché aussi. Bon, ratio or-argent, certains entre vous, j'imagine, regardent ce ratio. C'est un petit peu difficile d'interpréter, de trader le marché selon ce ratio, mais cela vous montre en fait la force relative de l'or par rapport à l'argent, ou inversement. Et en gros, vous avez ici, je vais pas forcément entrer dans les détails, mais en gros, quand ce ratio monte, donc l'or s'apprécie beaucoup plus vite ou performe mieux que l'argent, même si les deux montent. Par exemple, vous voyez l'or monter, l'argent va monter aussi, mais si l'or monte beaucoup plus, s'il performe mieux, cela vous montre en fait que, a priori, le marché est en train d'acheter l'or pour des raisons, on va dire, financières ou monétaires, et l'argent donc va se trader beaucoup plus comme un métal industriel. Donc en fait, il va perdre sa marge, sa demande marginale monétaire, mais il va se traiter beaucoup plus comme un métal industriel. Inversement, à la baisse, en fait, l'argent, quand il performe mieux que l'or, ça veut dire que vous avez une hausse de la demande marginale, encore une fois, de côté matière première, côté industriel de ce métal. Donc, vous pouvez rechercher cela chez vous tout seul pour avoir une meilleure idée pourquoi c'est le cas. Mais dans tous les cas, quand vous voyez ce ratio monter, ce qui est le cas cette année, je crois en fait en juillet on a atteint 65, je crois. Ce graphique il doit être mis à jour, mais j'ai regardé tout à l'heure, je crois on a atteint 65. Eh bien, l'or a mieux performé que l'argent. Cela veut dire que donc l'argent se traite beaucoup plus comme un métal industriel en ce moment, du fait des anticipations probablement vis-à-vis de la Fed. Bon, le platine maintenant, métal que j'apprécie énormément. Pourquoi? C'est parce que vous avez en fait, donc l'or, vous avez vu que la production est répartie partout dans le monde. La demande est concentrée dans 2 pays, mais bon, c'est comme ça. L'argent, concentration de l'offre dans plusieurs pays, 4 pays principalement, et aussi la même chose pour l'or, une demande plutôt concentrée, notamment dans la construction. Et bien le platine, en fait, vous avez beaucoup plus de chances, d'opportunités, on va dire de situations de choc côté demande et côté l'offre aussi. Et donc en fait, c'est la raison pour laquelle je pense, vu la rareté de ce métal, cette rareté qui explique la meilleure performance du platine dans le temps que l'or et l'argent. Alors ça dépend évidemment de la date de référence, de l'année de référence, mais surtout depuis 2009, on voit une meilleure performance du platine par rapport, comparé à l'or et l'argent. Et justement, c'est cette rareté sur le marché qu'on vient de voir, qu'on va voir, qui explique la meilleure performance du platine et aussi du palladium. Donc, découvrons ce marché qui est beaucoup moins traité, qui, par contre, peut vous offrir de belles opportunités de placement sur le marché. Production mondiale, maintenant, côté offre, on voit que la plupart de l'offre, je crois en gros 90% de l'offre est concentrée dans 2 pays, l'Afrique du Sud
et la Russie. Donc vous avez en fait les données historiques que j'ai pris du site Johnson Matthey. C'est un site spécialisé sur le platine et le palladium. C'est un site génial où vous pouvez télécharger ces données, et j'ai travaillé ces données pour vous montrer que 90% en gros de l'offre de la production est concentrée ici en Afrique du Sud et en Russie. Donc comme nous avons vu en 2012, si vous vous rappelez bien, il y avait des manifestations, des milliers en Afrique du Sud en septembre 2012, eh bien, ces manifestations ont entraîné en fait une hausse du platine et du palladium aussi. Parce que s'il y a des manifestations, ça veut dire que la production baisse parce que les mines ferment, et par la suite, en fait, vous avez une situation où tout d'un coup, sur le court terme, il y a beaucoup plus d'offres sur le marché que beaucoup plus de demandes, excusez-moi, sur le marché que d'offres. Et donc, le platine s'est envolé au quatrième trimestre 2012 parce que il y avait un choc de l'offre sur le marché. Demande maintenant, c'est quasiment la même chose. Alors quand on regarde la demande du platine, on s'aperçoit que la joaillerie c'est aussi un secteur important, mais moi je pense qu'en fait il faut regarder aussi beaucoup plus côté secteur automobile. Donc le platine est utilisé pour la construction des pots catalytiques. Alors c'est le graphique ici, c'est l'image ici. Qu'est-ce que c'est un pot catalytique? Alors je ne suis pas un mécanicien, mais dans tous les cas, un pot catalytique, c'est une partie, on va dire une partie de la voiture qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc qui est très utilisé, qui est même exigé dans des régions comme l'Europe, comme les États-Unis, comme le Japon, en gros les économies, des pays, on va dire, développés avec des régulations strictes vis-à-vis de la pollution. Et donc la demande en fait sur le marché, dans le secteur automobile est très importante ici. Parce que s'il y a par exemple une forte baisse des ventes de voitures neuves en Europe, qu'on a vu cette année par exemple, eh bien le platine et le palladium aussi tendent à baisser aussi, parce qu'il y a moins de demandes ici. Et en fait quand on regarde juste la production des pots catalytiques, on voit en fait que la demande en Europe représente une bonne partie, au moins 40%. Donc c'est le graphique en fait en bas à gauche que vous voyez ici, où à partir de 2008, donc la demande mondiale s'est effondrée, évidemment, et puis c'est reprise à partir de 2010, et en fait depuis, cette demande est plutôt stable. Donc en fait nous n'avons pas eu une hausse de la demande comme nous avons vu entre 2001 et 2008 plutôt, et depuis en fait cette demande mondiale est stable. Et l'Europe représente quand même une bonne partie de cette demande du fait encore une fois, des régulations strictes, des régulations environnementales strictes. Et donc, il faut regarder ce qui se passe. Pour moi, aussi, la joaillerie, mais c'est très difficile de prévoir une crise de ce secteur-là. Industriel, oui, en effet, comme l'argent, il faut regarder la production industrielle, il faut regarder d'autres, la construction aussi, pourquoi pas. Mais j'aime bien on va dire, cela peut vous permettre en fait même de trader le platine si vous avez une conviction, par exemple sur le marché de l'automobile. En 2012, c'était donc décembre 2012, en fait j'ai établi justement une stratégie de vente sur le platine, du fait en fait d'un effondrement de la demande que j'ai prévu sur le marché de l'automobile. J'ai eu justement parce que on a vu cette année, donc vous avez les chiffres en Europe des ventes de véhicules neufs en Europe. Et bien cette année, c'était vraiment, au moins au premier trimestre, c'était vraiment pas la fête. Nous avons vu par exemple en mars, sur un an, les ventes de voitures neuves baisser de 10%.
Et en fait, c'était vraiment en janvier, février, mars, petit rebond en avril, mais en gros, c'est vraiment la crise. Enfin, c'était la crise cette année. Maintenant, peut-être on a peut-être une stabilisation du marché de l'automobile en Europe depuis. Mais en gros, cette baisse de la demande en Europe pour des voitures, cela laisse penser effectivement que la production des pots catalytiques va baisser aussi, parce qu'on va commander moins de pots catalytiques pour les voitures qui sont en baisse. Et par la suite, en fait, la demande, au moins la demande du platine sur le secteur, dans le secteur de l'automobile, va baisser aussi. Et donc, cela vous donne une baisse du platine aussi, toutes choses égales par ailleurs. Donc, il faut regarder le secteur de l'automobile en Europe et aussi aux États-Unis. En gros, vous regardez le secteur de l'automobile partout, mais surtout, je pense en Europe, cela vaut le coup. Maintenant, est-ce que on va avoir une nouvelle chute du platine avec un effondrement de la demande intérieure en Europe? Il est beaucoup moins difficile, enfin beaucoup plus facile, on va dire plus facile à anticiper probablement une stabilisation. Donc il est quand même difficile, pas très évident de prévoir une nouvelle chute alors qu'on a déjà eu une belle chute cette année. Donc si nous voyons dans les prochains mois tout simplement une reprise, parce que depuis juillet il semble y avoir des premières indications d'un début de reprise, on va dire, en Europe, et bien si nous voyons tout simplement des consommateurs revenir sur le marché des voitures, enfin le marché automobile en Europe, eh bien on pourrait anticiper au moins une stabilisation du platine. Et cela veut dire que probablement vous aurez une meilleure performance du platine comparé à l'argent et à l'or. Et d'ailleurs, si aussi côté offre, vous avez des manifestations excusez-moi, en Afrique du Sud, a priori, vous pourrez même anticiper une hausse du platine. Palladium, c'est la même chose, donc même courbe quasiment, sauf bon, on constate que le palladium, en fait la demande est beaucoup plus concentrée ici dans la production des pots catalytiques. Donc en fait, le palladium, à mon sens, si vous tradez ces métaux sur anticipation de ce qui va se passer sur le secteur de l'automobile, eh bien il vaut mieux trader le palladium. Après, ces métaux dans la production des pots catalytiques, et bon, c'est très technique et je ne suis pas un expert là-dessus, mais il me semble que ces métaux sont plus ou moins des substituts parfaits. Donc en fait, si par exemple les auto-équipementiers déterminent que le palladium est trop cher et on peut, en fait, le platine est beaucoup moins cher, donc pourquoi pas acheter le platine pour construire, pour la construction des pots catalytiques, eh bien a priori, le platine va mieux performer comparé au palladium, par exemple. Dans tous les cas, c'est quasiment la même chose et on voit encore une fois ici, donc côté offre maintenant, une concentration en Afrique du Sud et en Russie. La concentration est beaucoup plus importante en Russie que pour le platine. On a vu en fait l'Afrique du Sud représenter beaucoup plus de l'offre pour le platine, mais en gros ce sont des métaux qui ont les mêmes caractéristiques, qui ont même les mêmes caractéristiques au niveau de la demande et de l'offre dans le monde, et donc vous avez aussi avec le palladium des opportunités de trading quand vous avez un choc sur le marché. Donc si je sais pas, des stocks en Russie chute, et d'ailleurs il est très difficile d'avoir des chiffres sur des stocks du palladium ou même du platine en Russie, et bien si des chocs sont en chute par exemple, et bien cela devrait favoriser une hausse, une appréciation du palladium dans le temps, parce que vous aurez en fait moins d'offres disponibles sur le marché. Rappelez-vous que la production en fait à une date donnée, à un instant donné, la production, l'offre sur le marché est fixe. Et donc, vous avez quand même un risque de choc sur le marché qui vient de la production en baisse. Voilà, donc on vient de terminer cette partie on va dire fondamentale, où on vient de voir les facteurs de sensibilité qui impactent, qui influencent l'or, l'argent, le palladium et le platine.
Vous pourrez rechercher vous-même, enfin vous pourrez faire vos propres recherches et regarder par exemple qu'est-ce qui pourrait se passer si la Fed ralentit le QE. On peut aussi regarder cela sur les graphiques des prix, les tendances en cours et faire une interprétation de ces tendances et faire en fait des, on va dire des prévisions de marché. Rien que regarder la tendance de l'or, on peut se dire que donc c'est un graphique mensuel ici, un graphique que j'étudie depuis un mois. Et en fait, c'est la raison pour laquelle malgré tout, malgré la hausse du dollar américain, malgré la Fed et tout ça, eh bien, j'ai une tendance à vouloir croire que si l'on arrive à tenir maintenant les 1250 dollars l'once, on peut peut-être espérer, et cela va être énormément difficile, je suis totalement d'accord, mais on peut espérer peut-être une nouvelle appréciation jusqu'à 1420-30, c'était le niveau que nous avons visé à la hausse entre juillet et août. Et maintenant, en fait, j'estime que nous sommes dans une situation qui est beaucoup plus, on va dire, délicate. Parce que vous avez compris que du fait des corrélations du marché, si l'or casse ses plus bas du mois d'octobre, par exemple, et s'il casse cette ligne de tendance haussière, cela veut dire que probablement on va faire de nouveaux plus bas sous les 1180 points. 80 dollars plutôt, excusez-moi, 1180 dollars pour aller chercher par exemple jusqu'à 1100 ou bien jusqu'à 1000. Et du fait des corrélations, cela vous donne par exemple, j'ai parlé de cela ce matin pendant une émission à 9h15, et bien a priori cela vous donne du fait des corrélations du marché l'argent vers les 14 dollars l'once, ce qui me paraît, alors je sais pas si c'est vraiment pas cher ou pas, mais ce qui me paraît en fait un prix assez bas, surtout compte tenu du coût de la production chez les compagnies minières. Et donc en fait, si nous voyons une nouvelle jambe baissière dans les prochains mois sur l'or, l'argent, le platine et tout le reste, a priori cela pourrait être la dernière baisse, parce que fondamentalement parlant, on va atteindre des prix qui semblent vraiment bas. Alors 1000 dollars sur l'or, c'est pas très très bas, mais bon, vous avez compris que l'argent, est-ce qu'il va chuter jusqu'à 8 dollars l'once si l'or va chuter jusqu'à 750? Je pense que ce serait le cas. Et évidemment, si cela arrive, vous aurez des mines qui ferment, comme cette année d'ailleurs. Vous avez déjà eu, vous pouvez regarder cela, vous avez déjà eu des mines en Amérique du Sud, mais partout dans le monde, des mines qui ont fermé. La production, donc une allocation, on va dire, un changement de l'allocation des mines partout dans le monde cette année, avec la chute des métaux. Et donc déjà, si l'argent, si les métaux ont chuté, les mines, les compagnies minières commencent à fermer des mines, à rationner la production parce que cela coûte trop cher maintenant d'investir dans de nouveaux mines, et bien sur le long terme, encore une fois, vu la rareté de ces métaux, on pourrait espérer, et cela va venir côté demande, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous avons déjà une baisse de la production du fait des fermetures de mines, mais cela devrait, à mon sens, continuer. Et bien, du fait du rationnement de la production, si un jour on voit un point bas vraiment sur le métaux, et est-ce que c'est à 1200, est-ce que ce sera à 1000, j'en sais rien, mais si l'on voit une stabilisation de la demande, et des facteurs, par exemple des corrélations, le dollar qui commence à se déprécier, d'autres facteurs qui peuvent influencer le marché aussi, le marché obligataire, eh bien, on pourrait espérer par la suite que cette situation de surdemande, on peut espérer que cela va permettre en fait un point bas sur ce marché. C'était le cas ici, nous avons eu, il faut dire, une situation de suroffre sur le marché ici,
Et nous avons parlé de cela en mars dernier. Vous pouvez regarder la vidéo, cela se trouve sur le forum d'Elifix. Et on a parlé en fait d'une situation de sur-offre sur le marché. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr et certain que le marché soit en situation de sur-demande, mais je pense qu'en fait nous sommes en train de chercher vraiment la situation, l'équilibre du marché. Est-ce que nous sommes vraiment sur un prix ici, parce que l'analyse technique nous montre quand même que nous avons atteint un support plausible pour, historiquement parlant, un point bas, même si on voit aujourd'hui qu'on n'a pas forcément une hausse, et il est très difficile de dire que ça va monter maintenant. Bah, je considère que rien que l'analyse technique, on voit que nous avons un support ici, et on voit que en octobre, donc le mois dernier, nous avons eu une réaction haussière du cours, et on a terminé quand même avec un doji, certes dans le rouge, mais avec un doji. Un doji, donc en gros indécision. Et je pense que cette bougie, ce chandelier japonais en mensuel, vous montre concrètement l'état du marché actuellement. C'est l'indécision. Ici, on était trop cher. Ici, peut-être on peut baisser plus. Peut-être on peut baisser jusqu'à 1100, même 1000. Et à ce moment-là, peut-être on sera vraiment pas cher du tout. Et donc, on pourrait peut-être commencer à rechercher des opportunités d'achat. Dans tous les cas, je trouve en fait nous sommes aujourd'hui dans une zone où on peut casser le support et avoir une nouvelle jambe baissière avec un excès du marché, avec une hausse du dollar américain. On peut même baisser dans ce cas-là parce que vous avez vu que quand les métaux partent à la baisse, ils partent très très vite. Et bien, si l'on casse ce support-là, on pourrait peut-être même aller chercher beaucoup plus bas que 1000 dollars l'once. J'en sais rien, mais dans tous les cas, je pense que sur le long terme, un jour, et cela va prendre du temps, comme ici nous avons eu une situation de sur-offre sur le marché ici déjà, et on a mis 2 ans avant d'avoir un changement de la direction du marché. Donc, est-ce qu'il est maintenant qu'il faut acheter les métaux parce que vous anticipez en fait un nouveau cycle haussier comme nous avons vu lors de la dernière réaction haussière de cette même oblique au-dessus de laquelle nous sommes aujourd'hui? Je pense que ce serait un petit peu trop tôt, vu en fait les perspectives de ralentissement du QE de la Fed. On va voir effectivement même ce jeudi d'ailleurs, la confirmation de Janet Yellen à la présidence de la Fed. Elle va parler probablement des prévisions, enfin des perspectives de croissance aux États-Unis, et donc elle pourrait nous donner quelques indications, excuse-moi, de la politique probable de la Fed en 2014 et en 2015. Et si elle confirme que oui, en effet, probablement il va y avoir un ralentissement du QE, il est difficile effectivement de prévoir une hausse de l'or et aussi des autres métaux. Parce que, encore une fois, maintenant si on regarde l'impact du ralentissement anticipé du QE sur le marché marché obligataire aux États-Unis, donc c'est le bond du Trésor US à 10 ans ici. Vous pouvez avoir sur les graphiques, je vais vous montrer après, les graphiques MarketScope. Eh bien, nous sommes en train, je pense qu'en fait nous avons déjà établi un creux majeur des taux aux États-Unis. C'était une situation, on va dire, de bulle, merci à la Fed, mais dans tous les cas, nous avons atteint des taux exceptionnellement bas, déjà des plus bas historiques, c'était l'année dernière, et depuis, en fait, surtout cette année, à partir du mois de mai, lorsque la Fed nous a dit que, en fait, peut-être on va maintenant ralentir notre programme d'assouplissement, eh bien, les taux se sont envolés cette année, jusqu'à 3%. Alors vous pouvez regarder d'autres échéances, 2 ans, 5 ans, 30 ans même, mais le 10 ans en fait cela représente quand même cette hausse des taux obligataires aux États-Unis, et avec cette hausse on a vu le dollar américain s'envoler aussi. Et d'ailleurs le dollar américain sur le court terme on voit très clairement que nous avons une cassure technique a priori confirmée, et surtout aujourd'hui nous sommes toujours dans le vert, donc le dollar américain peut maintenant reprendre sa hausse
à laquelle on assiste depuis 2011. Et donc, en fait, vous avez vu, encore une fois, la corrélation, surtout à partir de ce moment sur l'or, vous avez vu donc la corrélation négative quasiment à 100% entre le cours de l'or et le cours du FXCM Dow Jones US Dollar Index. Eh bien, si le dollar continue de monter, a priori, nous dirigeons vers une cassure des 1250 et peut-être même vers de nouveaux plus bas sous les 1180 dollars l'once sur l'or. Et moi qui veux tenter des achats sur l'or, quand je me dis ça, je me rends compte que probablement en fait on va avoir une cassure et on va avoir peut-être une belle chute des métaux précieux encore une fois. Donc regardons les taux, surtout les taux à 10 ans. Vous avez cette ligne de tendance claire et nette ici. Vous avez vu les corrélations entre les taux, quand ça monte ici, le dollar monte, quand le dollar monte, l'or baisse. Eh bien, cela vous montre, et je pense qu'en fait, justement, les taux se dirigent vers une cassure de cette ligne de tendance. Donc, au-dessus de 3%, vous pouvez regarder le taux à 10 ans aux États-Unis. Si nous avons une hausse au-dessus de 3%, ça veut dire que le coût de l'emprunt aux États-Unis va devenir beaucoup plus cher et on pourrait, du fait des corrélations pures et simples, prévoir de nouveaux plus bas sur l'or. Et donc probablement de nouveaux plus bas sur l'argent et probablement, je ne sais pas si on aura forcément de nouveaux plus bas sur le palladium et le platine, mais au moins une baisse du fait des corrélations pures et simples. Donc les perspectives aujourd'hui ne sont pas forcément favorables, même si cet été nous avons, chez Delifix, nous avons quand même profité de la hausse entre surtout juillet et le mois d'août. On a pris en quelques semaines en août par exemple 20% à la hausse sur l'argent. Et bien aujourd'hui en fait je pense qu'il faudra faire énormément attention. Nous avons toujours des supports intacts, mais le marché peut-être il se dirige vers des cassures et donc avec une rupture par exemple d'une résistance comme cela sur le dollar américain, a priori la situation est beaucoup plus baissière aujourd'hui sur l'or qu'elle n'était il y a 2 semaines. Et donc, a priori, l'or, enfin, ne soyez pas du tout surpris si l'on voit une cassure des plus bas du mois d'octobre et derrière une nouvelle jambe baissière. Mais encore une fois, rappelez-vous, c'est un graphique de long terme ici, donc rappelez-vous en fait les tendances, enfin des facteurs de sensibilité, rappelez-vous la demande et l'offre, et rappelez-vous en fait que nous parlons pas d'une devise, même si c'est un métal monétaire, mais on parle ici d'un actif, d'un bien économique réel, qui a à tout un instant donné une demande de quantité X et une offre de quantité Y. Et l'offre en fait est beaucoup plus fixe sur le court terme que la demande. Et donc si jamais nous avons un changement d'esprit du marché, ce sera a priori, après une nouvelle jambe baissière, le moment de rechercher des achats. Mais bon, aujourd'hui, il est vraiment trop tôt de dire justement où peut-on acheter l'or par la suite. Est-ce que je suis un bull pour aller chercher, pour viser les 2000 sur l'or? Pas du tout. Je pense qu'en fait, nous risquons déjà de revenir à 1000 et par la suite, peut-être avoir une stabilisation et avoir une espèce de range qui s'installerait pendant un moment. Donc, rien que l'or, on voit que les perspectives sont plutôt baissières. La seule chose qui puisse changer la donne, et ce sera vraiment à surveiller maintenant, dans les semaines à venir, eh bien, vous avez en fait sur le graphique déjà de moyen terme, sur le graphique de journalier ici, des lignes de tendance, une ligne de tendance baissière ici, qui justement nous a permis, nous a présenté un retournement du marché lors du FOMC le mois dernier, et depuis on baisse. Et en fait nous avons un support familier d'ailleurs à 1250-60 on va dire, 55-65, bon c'est une zone, et la dernière fois qu'on était ici on a eu quand même une belle réaction haussière. Et nous avons cassé une ligne de tendance ici, et c'est la raison par laquelle ces dernières semaines en fait j'étais plutôt haussier vu la cassure ici, et maintenant en fait on retrace
on va retracer visiblement une bonne partie de cette hausse. Est-ce qu'on va retracer jusqu'à 100%? Peut-être. Jusqu'ici, en fait, cela baisse, donc probablement on peut faire de nouveau plus bas. Mais ce qui importe ici, c'est cette zone et la tenue au-dessus de cette zone. Donc si l'on arrive à tenir au-dessus de 1250, cela veut dire que oui, en effet, nous avons au moins sur le moyen terme atteint des plus bas. Et on aura à ce moment-là probablement droit, malgré tout, après ça dépend de ce que dit Janet Yellen par exemple, est-ce que ce qui se passe en Chine aussi avec la réunion du Parti communiste en Chine en cours, eh bien si nous voyons une réaction haussière dans cette zone ici, en effet, on pourrait prévoir au moins un retour sous cette ligne de tendance. Et le jour, si cela devait arriver, où on casse cette ligne de tendance, comme les dernières, vous avez en fait pas mal de lignes de tendance qu'on a cassées cet été, par exemple ici, qui nous a permis d'acheter l'or, eh bien, une cassure de cette ligne de tendance et un franchissement des 1350-60 devrait nous permettre, engager un scénario acheteur pour viser les 1420-30 $ l'once. Et par la suite, on aura une deuxième ligne de tendance. Donc on s'aperçoit que sur l'or, c'est une histoire de ligne de tendance. Quand on casse des lignes de tendance, quand on casse des niveaux clés d'ailleurs, souvent ces cassures sont confirmées. J'ai constaté moi-même, et vous pouvez en fait, si cela vous intéresse, je m'intéresserai justement à cela, faire une étude, on va dire économétrique, où vous regardez en fait le comportement de, on va dire le comportement tendanciel sur le marché de l'or ou des métaux précieux. Quand vous avez par exemple une appréciation du marché, il est probable qu'après des signaux techniques, par exemple après une cassure d'une ligne de tendance comme ici, il est probable par la suite en fait que le marché continue de monter. Et c'était effectivement le cas ici. Bon, on est monté, maintenant on baisse, et on va voir si nous avons par exemple un jour une sortie de ce canal baissier, et puis on peut monter par la suite. Mais en gros, quand vous avez des cassures de niveau clé, souvent ces cassures sont confirmées. Et d'ailleurs, un cas exceptionnel, c'était la rupture. Alors, c'était quand même un trade très facile cette année, on va dire, mais même si c'est un peu trop tard, c'était quand même facile, on va dire, de vendre l'or sur rupture des 1530. Certes, sur le champ, on avait des doutes là-dessus, mais c'était d'ailleurs lors de la conférence trimestrielle de FXM en avril dernier qu'on a parlé quand même d'une cassure probable de cette zone ici. Et le jour où on a cassé ce support, cassure confirmée, et par la suite, cela continue. Donc, quand vous avez des cassures de niveau clé, par exemple, si on devait casser cette ligne de tendance, on pourrait en effet anticiper plus de gains. Et donc, beaucoup plus que sur le Forex, je pense que les métaux présentent des opportunités au niveau du trading, des opportunités de placement sur cassure, qui sont, on va dire, beaucoup plus fiables. Ces stratégies sont beaucoup plus réussies sur les métaux précieux que sur le Forex, parce que les cassures techniques, quand vous avez bien tracé vos niveaux techniques déjà, ces cassures techniques sont a priori, enfin souvent, très fiables. Et donc vous pouvez quand même tenter, à mon sens, des cassures techniques si l'on casse par exemple les 1250. Encore une fois, surtout en données mensuelles, on pourrait peut-être rechercher des ventes sur cassure de l'or avec une rupture de cette ligne de tendance. Après, vous avez toujours des risques, hein, un risque de réaction sur les plus bas annuels, mais dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui peut se passer. Et inversement, si l'on devait casser cette ligne de tendance baissière et puis un jour casser les 1420-30 à la hausse, a priori, cela pourrait vous permettre en fait d'acheter ce cassure en données mensuelles pour viser par exemple les 1530-40, le même niveau qu'on a cassé cette année. Donc voilà pour cela. Je vais plutôt arrêter, mais c'est la même chose. En fait, vous avez les mêmes corrélations du marché, que ce soit l'or, l'argent, le platine, ce sont en gros les mêmes configurations techniques. Vous voyez en fait l'argent ici, à ligne de tendance ici. C'est la raison pour laquelle je préfère attendre une rupture de cette ligne de tendance et un franchissement, une hausse au-dessus des 22,80 $ l'once,
pour acheter l'argent. Et en fait, l'argent, il tient beaucoup mieux d'ailleurs. Et donc, ce ratio or-argent depuis plusieurs séances doit baisser parce que on voit en fait l'argent tenir beaucoup plus que l'or. Nous n'avons pas eu de cassure. Bon, on tient les plus bas du mois d'octobre, mais en fait, on tient quand même pas mal. Après, bon, peut-être cette baisse était beaucoup plus forte que la baisse de l'or, mais vous avez en fait un support sur l'argent qu'on étudie depuis plusieurs semaines, un support ici vers les 21 dollars l'once. Donc au-dessus des 21 et surtout au-dessus de 20,50, cette zone-là, nous avons quand même des acheteurs qui peinent pour le moment à tenir le marché. Et si le marché arrive à tenir finalement, si la Fed nous fait un bluff de nouveau comme en septembre, et il n'y a pas de ralentissement, et d'ailleurs par la suite on parle plutôt d'un maintien du QE pendant la bonne partie de 2013, eh bien on pourrait par la suite avoir une hausse, un changement d'esprit sur le marché sur le court terme, moyen terme même. Et donc il faudra surveiller l'argent ici entre les 21 et les 23 à la baisse, évidemment une cassure des 21 et puis une rupture par la suite des 20,50 pour la confirmation tout simplement. Cela vous donne des objectifs vers les 18,40, les plus bas annuels, et probablement dans ce cas-là, à vrai dire, probablement une nouvelle jambe baissière. Jusqu'où il est difficile de dire, mais en fait je viserai à la baisse potentiellement jusqu'à 17. Et à ce moment-là, je serai un petit peu méfiant quant à la baisse à ce moment-là. Encore une fois, 14 dollars l'once, 17 dollars l'once, je pense que ce sont des prix qui risquent de, on va dire, on risque d'avoir un essai du marché sur le long terme vers ces niveaux de prix ici. Et donc en fait, il faudra faire énormément attention si vous vendez sur cassure des 18,40 par exemple. De bien sortir vers les 17 et puis si l'on atteint déjà 15, là ce sera a priori un niveau technique très très intéressant à étudier parce que vous avez pas mal de réactions entre 2006 et 2010. Donc en fait l'argent, à vrai dire, quand vous voyez cette configuration que j'ai tracée sur mon graphique, et je l'ai tracée il y a je crois 4 mois, j'ai un canal baissier ici. Et à vrai dire, donc en mars dernier, regardez la vidéo de mars dernier parce que c'est quand même tout à fait exceptionnel. On était ici à 28 et j'ai parlé d'une probable cassure des 26 pour aller chercher les 19. Et on a fait ça et maintenant en fait nous sommes stables dans un espèce de range, on va dire entre 18,40 et 25. Et en fait, à vrai dire, bon, c'est une configuration spéculative, mais pour ceux qui veulent profiter d'une nouvelle baisse qui peut quand même nous donner une baisse de 20% encore, eh bien, pour ceux qui veulent sur le long terme profiter de cette baisse pour mieux acheter plus bas, eh bien, vous avez une configuration technique spéculative, certes, qui s'appelle un biseau d'élargissement, une figure d'élargissement où surtout si l'on arrive à casser la résistance, donc les 23 dollars l'once, on pourrait anticiper en fait un pullback du marché, un retour vers les 26, peut-être même plus haut vers les 28. Et en fait ce sera a priori tout simplement un retournement du marché sur le bas d'un canal baissier ici que j'ai tracé, et par la suite une reprise de la hausse jusqu'ici vers les 29. Donc je dirais que le marché en fait devrait sur le long terme rester sous le 29 au moins durant le premier semestre 2014. Il n'y a pas de raison de croire que en Chine, en Inde et partout dans le monde, la construction va, les secteurs clés de l'argent et de l'or aussi vont connaître une forte accélération de croissance dans les 9 mois à venir. Et donc, je pense que s'il devait y avoir une hausse, oui, on peut profiter de cette hausse sur le moyen et long terme. Et d'ailleurs, j'espère que c'est vers ce scénario, vers cette situation qu'on se dirige. Mais j'aurais plutôt un avis défavorable vers les 29, par exemple. Donc, a priori, nous avons des supports plus bas vers les 18,40, des niveaux extrêmes, j'utilise le mot extrême, mais on va voir vers les 17 et vers les 15, et à la hausse
ce qui me semble tout à fait possible, un retour vers les 26, et ce sera en gros un cours pas trop cher, mais pas bon marché non plus. Ce sera juste un prix normal. Et le platine, en fait, s'il devait avoir vraiment un retournement, encore une fois, le platine, vous avez vu la rareté de ce métal qui favorise, donc, quand vous avez des chocs du marché, surtout côté offre ou demande, en fait, ce métal peut mieux performer que les autres. Et d'ailleurs, il faut remarquer que cette surperformance peut être constatée rien que vous regardez ici les plus bas de décembre 2011, les plus bas de 2012 ici. Là, cela correspond, et on est toujours au-dessus de ce niveau aujourd'hui, hein, cela correspond à peu près 1530 sur l'or. Et donc en fait, le platine, s'il devait, s'il était 100%, s'il bougeait en termes de pourcentage de 100% avec l'or, il devrait en fait, à vrai dire, être vers les 1000. Et en fait, on voit que le marché performe beaucoup mieux, il tient beaucoup mieux du fait de la rareté de ce métal. Et donc, je vous invite à regarder, si vous voulez acheter des métaux, regardez plutôt le platine. Le problème avec le platine, c'est que c'est un marché, encore une fois, où vous avez un assèchement des liquidités des fois. C'est le cas en ce moment. Vous avez en fait un risque d'élargissement du spread, le spread qui en temps normal qui est à 5 $, mais qui peut monter jusqu'à 20 $. C'est le cas aujourd'hui justement. Et donc il est beaucoup plus difficile de trader un métal comme le platine et le palladium aussi, du fait, surtout pour les traders particuliers, et bien du fait du spread. Et donc si vous tradez le platine et le palladium, c'est pas en fait de la même façon que vous tradez l'or et l'argent. Il faut des stops larges, et en fait c'est pas du tout un métal qu'on traite en intraday. C'est un métal qu'on traite sur le moyen terme. Il faut avoir donc une vision du marché, et je vous dis que si ce marché arrive malgré tout à tenir ces 1300, on va dire, mais surtout en fait le niveau clé à 1370, on pourrait espérer et même anticiper, je pense, en fait un rebond comme ces dernières années au-dessus du support technique ici, et par la suite peut-être un retour au premier trimestre 2014 vers les 1550, et peut-être par la suite, si l'esprit du marché devait vraiment changer dramatiquement, on pourrait aller chercher jusqu'à 1700. Et comme pour l'argent à 29, et bien à 1700, a priori nous aurons un marché contenu sous ce niveau, vu la faible demande, vu la faible croissance dans le monde anticipée pour 2014. Donc le platine, je vous invite à regarder cela. En fait, c'est vraiment quelque chose, maintenant il faut regarder, parce que, et je vais terminer là-dessus, vous avez en fait ici, alors non, plutôt ici, des informations concernant tout simplement les mines en Afrique du Sud, et vous avez aujourd'hui des négociations sur les salaires des miniers, et jusqu'ici cela ne se passe pas très bien, et donc on pourrait avoir la même situation bientôt vers la fin de cette année, où vous avez tout simplement des grèves, des manifestations qui vont impacter l'offre, la production du platine. Rappelez-vous quand même que en gros 65% de la production mondiale est en Afrique du Sud, et c'était donc ce qui s'est passé en 2012. Donc c'est un article qui date de septembre 2012, où vous avez eu un assèchement de l'offre sur le court terme qui a favorisé en fait une hausse. En fait c'était bien avant la hausse, parce que vous avez eu des anticipations, donc il faut quand même être un pas devant le marché, mais en gros sur anticipation, si vous suivez les événements en Afrique du Sud, si vous avez des raisons de croire que en fait il va y avoir de nouvelles manifestations, eh bien vous pourrez rechercher des opportunités d'achat sur le platine et aussi sur le palladium. Ce seront des métaux qui performent beaucoup mieux. Voilà, donc j'arrête là. Vous avez en tout, en gros, tout pour comprendre les facteurs de sensibilité sur ces marchés-là. Vous avez même des perspectives, enfin des prévisions de marché. Alors vous avez deux scénarios, hausse, baisse, et à ce jour, vu
compte tenu des, de ce qui se passe, des anticipations vis-à-vis de la Fed, il est difficile de prévoir un nouveau cycle haussier sur les métaux, sur le long terme surtout. Après, pour le moyen terme, Janet Yellen pourrait nous surprendre cette semaine en nous disant que lorsqu'elle va être présidente de la Fed, en fait, on va maintenir le QE jusqu'en 2015. Et dans ce cas-là, effectivement, ça va changer, évidemment, l'esprit du marché, ça va changer la donne. Et on pourrait voir en fait finalement un contre-pied sur le dollar et une baisse des taux obligataires et une hausse des métaux précieux. Voilà, donc j'arrête là. Je vais maintenant passer rapidement pour les questions parce que ce webinaire dure quand même une heure et demie. Donc je vais arrêter là et répondre à quelques questions rapidement. Alors, bonjour Painter666, bonsoir plutôt. La production d'argent est depuis très longtemps en dessous de la demande. À la longue, c'est impossible, à mon avis. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'en fait, le marché, s'il devait... je me demande si le marché va baisser un petit peu plus, atteindre des prix beaucoup plus bas avant que les opérateurs décident que là, en fait, le prix représente cette surdemande, cette suroffre, je veux dire, sur le marché. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas forcément de suroffre. Nous avons eu cette situation avant, et aujourd'hui, en fait, je pense que nous avons juste des tendances en cours et des traders qui tradent dans le sens de la tendance. Voilà. Phil NFP, vous partagez en fait un lien vu le site US Debt Clock. Alors je vais regarder ça plus tard. Alors donc les questions, je vois des questions en fait, j'ai déjà répondu là-dessus. Painter 666 encore une fois, et les 10 $ sur l'argent de Tonton. Alors je n'ai pas vu les prévisions de marché de Tonton, membre du forum des LFX, mais 10 $ encore une fois, je pense qu'à 14 $, on aura un prix qui historiquement, surtout depuis les dernières 6-7 ans, qui est quand même bas. Et 10 $, je pense qu'en fait ce serait vraiment un extrême du marché. Et donc je me méfie des extrêmes, des prévisions extrêmes, parce que souvent ces prévisions, et je ne critique pas l'analyse de Tonton, c'est son analyse, il y en a qui peuvent viser 50. Je trouve en fait que nous avons des prévisions extrêmes à la baisse, et avant en fait on avait des prévisions extrêmes à la hausse. Vous vous rappelez, on vous racontait l'or à 2000, même au-delà de 2000, et en fait aujourd'hui on s'en rend compte que ces prévisions étaient beaucoup plus optimistes. Je crains que une analyse comme celle de Tonton, et je ne critique pas cette analyse parce que j'ai pas vu en fait les éléments qui plaident en faveur d'une dépréciation de l'argent jusqu'à 10 $ l'once, et bien je crains que ces prévisions, de telles prévisions, ne prennent pas en compte encore une fois le facteur physique et ne prennent pas en compte, ou tout simplement sont trop pessimistes. Nous avons eu des acteurs, des analystes qui étaient trop optimistes en 2011 par exemple. Je me rappelle très bien recevoir des emails quasiment toutes les semaines. Tradez l'or, profitez-en du gold rush, de la rouille vers l'or pour viser 2500. Je me rappelle très bien, j'aurais dû en garder. Et je crains que ces prévisions du marché soient un petit peu trop pessimistes. Donc je pense qu'en fait il faudra viser quelque chose avant. Et pas en dessous de... moi je ne viserai pas jusqu'à 10 $. Après on va voir avec le temps si on a un extrême du marché comme ça. Voilà, donc Louisa qui me remercie, je vous en prie. C'est mon travail, hein. Non mais ça me plaît, donc là il est 19h35, je vais quand même vous laisser arrêter ce webinaire. Je pense qu'en fait j'ai tout dit, vous avez tout. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit pendant ce webinaire, n'hésitez pas sur le forum des LFX, vous avez tout. Vous pouvez télécharger même le diapo que vous avez vu, le diaporama, ici sur le forum, je vous passe le lien. Alors
Ça date de mars, mais en gros j'ai juste changé quelques graphiques de prix, mais vous avez en fait le reste, toutes les statistiques sont les mêmes. Donc en fait vous pouvez télécharger le diaporama, excuse-moi, et vous pouvez même, si cela vous intéresse, regarder le même webinaire que j'ai fait le 6 mars. Je vais mettre à jour la vidéo sur le forum. Autre chose, si vous vous intéressez aux graphiques de prix, donc les configurations techniques de l'or, l'argent et le reste, eh bien vous pouvez télécharger, vous pouvez même avoir ces mêmes graphiques, ces mêmes configurations techniques. Ici, si vous téléchargez ma disposition graphique ici, vous utiliserez en fait la plateforme Trading Station FXCM. Je ne vais pas faire de la pub là-dessus, mais en gros, si vous ne savez pas où trouver cette plateforme, eh bien vous pouvez rechercher cette plateforme qui est gratuite ici avec un compte démo, et je vous passe le lien aussi. Et donc vous aurez tout pour trader le marché avec les mêmes supports, résistances et moyenne mobile et tout le reste avec cette disposition graphique. Voilà, donc j'arrête là. Je vous remercie énormément de votre présence ce soir. J'espère que ce webinaire vous a plu. Je vais faire d'autres webinaires comme celui de ce soir dans un avenir proche. Même je vais probablement dans quelques mois mettre à jour ce webinaire pour justement faire l'état des choses une fois que nous aurons un décalage sur le marché à la baisse ou à la hausse, j'en sais rien. Et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire sur les métaux, probablement en début 2014 ou vers la fin de 2013, en décembre. Voilà, donc merci, bonne soirée et à demain sur les marchés sur dailyfix.fr.